Est-ce que vous avez peur de la mer? Si c'est le cas, vous êtes peut-être victime de la thalassophobie, la peur des profondeurs. Et si vous vous sentez concerné par ce genre de sujet, il vaut mieux ne pas lire le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. On connaît tous Victor Hugo pour des œuvres qu'on n'a probablement pas lues, Notre-Dame de Paris ou alors Les Misérables pour les plus connus. Mais il existe un livre que peu de gens connaissent et qui est empli d'une obscurité digne d'un roman d'épouvante. À une certaine époque de sa vie, Victor Hugo a vécu en exil durant le règne de Napoléon III, qui était pour lui un usurpateur, qui a fait tomber la Deuxième République pour instaurer le Second Empire. Hugo vit alors pendant près de 18 ans en exil, sur les îles anglo-normandes, à environ 22 km des côtes françaises. Il est donc loin de sa terre natale, loin de ceux qu'il aime. En conséquence, ce qu'il écrit excède en mélancolie. Une de ses œuvres représente parfaitement ce que je veux dire, Les Travailleurs de la mer, un roman publié en 1866 qui a la particularité d'être assez ténébreux. Il semble que l'air marin l'ait particulièrement inspiré, en atteste le thème du roman, qui porte sur une thématique maritime. Les Travailleurs de la mer se déroulent sur l'île de Guernesey, où l'auteur était d'ailleurs exilé. L'histoire suit Gilliatt, un pêcheur solitaire marginalisé. Un jour, un riche amateur, Mess Lethierry, lui offre l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, en réalisant une mission périlleuse, sauver la machine à vapeur de son navire échoué, la Durande, car cette machine vaut énormément d'argent à cette époque, alors que les moteurs à combustion sont à leur balbutiement. Sauf que le navire en question est échoué au milieu de récifs qu'on appelle les Rochers de Douvres, un amas de larges récifs à demi noyés dans la Manche, entre la France et Guernesey. À 5 lieues environ en pleine mer, au sud de Guernesey, vis-à-vis de la pointe de Plainmont, entre les îles de la Manche et Saint-Malo, il y a un groupe d'écueils appelé les Rochers Douvres. Ce lieu est funeste. Un écueil absolument isolé comme le rocher Douvres attire et abrite les bêtes qui ont besoin de l'éloignement des hommes. C'est un labyrinthe noyé. Il y a là, à une profondeur où les plongeurs atteignent difficilement, des antres, des caves, des repères, des entrecroisements de rues ténébreuses. Les espèces monstrueuses y pullulent. On s'entre-dévore. C'est donc le décor terrifiant du récit. Un amas de rochers sur lequel Gilliatt doit accomplir sa tâche, tout en faisant attention à ne pas mourir à cause des intempéries et de la faune. La nature est effectivement un danger constant. Si aujourd'hui la mer n'a plus de secret pour les marines du monde, au XIXe siècle, elle est encore pleine de mystères et d'incertitudes. Dans le roman, la mer est presque vivante. Victor Hugo n'hésite pas d'ailleurs à passer par des créatures imaginaires de marins pour incarner l'esprit vindicatif de l'océan, à travers notamment une entité fictive, le roi des Aucriniers. Les ignorants seuls ignorent que le plus grand danger des mers de la Manche, c'est le roi des Aucriniers. Pas de personnage marin plus redoutable, qu'il a vu fait naufrage entre Saint-Michel et l'autre. Il est petit, étant nain, et il est sourd, étant roi. Une tête massive en bas et étroite en haut, un corps trapu, un ventre visqueux et difforme, des nodosités sur le crâne, de courtes jambes, de longs bras, pour pièces des nageoires, pour mains des griffes, un large visage vert. Tel est ce roi. Le roi des Aucriniers n'est visible que dans la mer violente. Il est le baladin lugubre de la tempête. On voit sa forme s'ébaucher dans le brouillard, dans la rafale, dans la pluie. Mais ce n'est pas encore le monstre qui nous intéresse. Il est un peu plus loin dans le roman. Alors continuons. Arrivé sur les Rochers Douvres grâce à une barque, la vue est surréaliste. La tempête a tellement bousculé la Durande que son épave se retrouve perchée entre deux longues roches. Elle se retrouve alors surélevée. Alors que Gilliatt travaille pendant plusieurs jours à détacher la machine de sa carcasse, les intempéries se succèdent. Le froid, le sel et la puissance du vent attaquent constamment le héros. Durant les longs moments qu'il passe sur le rocher, Gilliatt découvre un escarpement en contrebas formant une grotte. La caverne étant en partie inondée, il n'est pas épargné par l'humidité, mais il a au moins le droit à un peu de répit avant l'étrange événement qui va suivre. La palpitation de la mer se faisait sentir dans cette cave. L'oscillation extérieure gonflait, puis déprimait la nappe d'eau intérieure avec la régularité d'une respiration. On croyait deviner une âme mystérieuse dans ce grand diaphragme vert s'élevant et s'abaissant en silence. La grotte abrite une pierre à pan carré, ressemblant à un autel. Combiné à l'ambiance sereine et à la forme oblongue de la caverne, on se croirait presque dans une cathédrale naturelle. Sauf que quelque chose bouge dans cette cathédrale. Il aperçut quelque chose d'inexprimable. Une espèce de long haillon se mouvait dans l'oscillation des lames. Ce haillon ne flottait pas. Il voguait. Il avait un but. Il allait quelque part. Il était rapide.
Cette guenille avait la forme d'une marotte de bouffon avec des pointes. Ces pointes, flasques, ondoyaient. Elles semblaient couvertes d'une poussière impossible à mouiller. C'était plus qu'horrible, c'était sale. Il y avait de la chimère dans cette chose. C'était un être, à moins que ce ne fût une apparence. Elle semblait se diriger vers le côté obscur de la cave et s'y enfonçait. Les épaisseurs d'eau devinrent sombres sur elle. Cette silhouette glissa et disparut, sinistre. Cette première rencontre avec le monstre est digne d'un film d'épouvante. Enfin bref, il ne resta pas bien longtemps dans la grotte et se remet au travail. Il commence par aménager un abri rudimentaire et se nourrit de ce qu'il trouve sur place. Ensuite, il procède méthodiquement. Il débarrasse l'épave des parties inutiles, dégage les pièces du moteur et élabore un système de levier et de cordage pour les transporter. Pour se nourrir, Gilliatt se met à chasser de petits animaux marins pour se nourrir, notamment un crabe. En le poursuivant, l'animal se réfugie dans un contrebas encore inexploré des rochers, une sorte de grotte inaccessible par marée basse. Gilliatt s'y enfonce alors, s'habituant à l'obscurité, il se rend compte que c'est la même grotte qu'il avait explorée quelques jours auparavant. La géographie du rocher Douvre est alors presque surréaliste, comme un labyrinthe qui nous ramène à des endroits qu'on a déjà visités. Il était stupéfait. Il retrouvait cet extraordinaire palais de l'ombre, cette voûte, ces piliers, ces sangs ou ces pourpres, cette végétation à pierreries, et au fond, cette crypte, presque sanctuaire, et cette pierre, presque autel. Après, cet aspect surréaliste est déjà amorcé dans le récit avec la suspension du navire entre deux rochers. Mais là, on est encore plus perdu. Affamé et affaibli, Gilliatt utilise ses réserves d'énergie pour choper ce foutu crabe qui se réfugie dans une sorte de fissure horizontale sur une paroi de la grotte. C'est à partir de ce passage que Victor Hugo nous amène au prochain chapitre, qui s'intitule Le monstre. Il y plongea le poing le plus avant qu'il put et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horreur indescriptible. Brusquement, une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C'était le centre. Les 5 lanières s'y rattachaient comme des rayons à un moyeu. On distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement de 3 autres tentacules, restés sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait 2 yeux qui regardaient. Ses yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre. À partir d'ici, un combat intense commence. C'est l'apogée du livre. Gilliatt tente de se défaire des tentacules de la pieuvre, qui est complètement diabolisée, rendue à l'état d'aberration. L'inconnu dispose du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Ce qui est d'autant plus intéressant à observer, c'est que Victor Hugo décrit un animal qu'il n'a jamais vu et que très peu de ses contemporains ont observé. Il prend donc beaucoup de liberté dans la description de l'animal, déjà par son comportement agressif, mais aussi par son aspect physique. Tenez par exemple, Hugo décrit l'animal par des comparaisons avec d'autres animaux. La baleine a l'énormité, la pieuvre est petite. L'hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue. La jararaca a un sifflement, la pieuvre est muette. Le rhinocéros a une corne, la pieuvre n'a pas de corne. Le scorpion a un dard, la pieuvre n'a pas de dard. Le butu a des pinces, la pieuvre n'a pas de pinces. Le lion a des griffes, la pieuvre n'a pas de griffes. Le gypaète a un bec, la pieuvre n'a pas de bec. Sauf qu'il y a une erreur anatomique flagrante qui est que la pieuvre a un bec. D'ailleurs, ça ressemble à ça. Et c'est toute la particularité de la description. La faune marine est encore assez inconnue, et c'est ce qui enveloppe l'océan de tout ce mystère. Victor Hugo comble alors les connaissances lacunaires de l'homme en y ajoutant un mythe dans la légende. La pieuvre est décrite alors comme un être diabolique. Mais plus que ça, son corps devient une métaphore du mal. Ce mal insaisissable, un ennemi silencieux et tentaculaire qui s'infiltre dans les failles de l'âme humaine. L'horrible est là, idéal. On a un exemple ici d'antithèse hugolienne. Le mal est présent dans sa forme parfaite, en somme. Donc en gros, Victor Hugo transforme la pieuvre en une force métaphysique et symbolique, bien au-delà d'un simple animal marin. Sa description mêle l'horreur de la nature et la menace invisible du mal, faisant de cette scène une des plus mémorables du roman. Au final, à la fin du combat, Gilliatt a attendu le bon moment pour frapper la bête de sa lame afin de la faire taire. Le corps visqueux de la créature s'est alors complètement détendu et s'est étalé sur le sol comme un linge humide. Bon, du coup, avec le livre, on peut déjà voir que Victor Hugo a écrit l'œuvre la plus originale de sa vie. La manière dont il souligne la petitesse de l'homme face à la grandeur de la nature n'est pas sans rappeler un autre auteur, mais lui du XXe siècle, américain, Lovecraft.
Chez Lovecraft, la mer cache aussi des secrets, mais ces secrets sont d'ordre cosmique, pouvant plonger l'homme dans la folie. Concernant la pieuvre de Hugo, Lovecraft a toujours eu un faible pour les créatures surnaturelles, et surtout tentaculaires. Mais la différence qui sépare les deux auteurs, c'est que Hugo ne fait pas du récit une science-fiction. Les éléments qui menacent les héros restent terre à terre chez lui. Seulement, il comble les mystères et les zones d'ombre de la science en offrant un portrait fantaisiste d'une créature pourtant adorable. Un autre auteur qui est proche de la démarche de Hugo, et qui est à peu près de la même époque, c'est bien sûr Herman Melville avec Moby Dick. Dans le livre, on suit la quête obsessionnelle du capitaine Ahab pour traquer Moby Dick, un gigantesque cachalot blanc qui lui a arraché la jambe. Ce gigantesque cétacé semble être doué d'une sorte de conscience, voire de malice. Bref, on est encore dans la volonté de combler des lacunes scientifiques par le fantasme et la fascination pour la curiosité, devant les espèces les plus fascinantes des profondeurs. L'autre élément à voir, c'est la place des éléments naturels, et surtout de la mer, qui devient un personnage à part entière dans l'œuvre. La mer symbolise à la fois la grandeur du monde et le tourment intérieur, la beauté dangereuse de la nature et la profondeur de l'abîme de l'âme. Et la pieuvre incarne cette animation de la mer, elle personnifie le défoulement de l'eau sur les hommes qui osent s'aventurer au-delà des côtes. Et le préfacier de mon édition, justement, met en lumière ce besoin chez Hugo de montrer cette obscurité qui assombrit le champ des connaissances humaines sur le monde maritime. Sur la terre, il est le maître, mais à partir du large, il franchit le soupirail de sa domination. Il multiplie les références à la nuit, à l'énigme, à l'inconnu, à l'ignoré. L'aspect mystérieux de la mer se mêle souvent avec la religion, lorsque le livre interroge les raisons de la création de l'humanité. En regardant la mer déchaînée, on pourrait se demander pourquoi nous existons dans un monde aussi naturellement tourmenté. Il faut alors lutter contre les marées, les vents, la gravité, le froid, la faim. Telle est la condition de l'homme. La religion est un thème si souvent sous-entendu que l'auteur fait mention des croyances locales, profondément enracinées dans le protestantisme. Ces croyances semblent décrire le progrès technologique comme quelque chose de quasi contre nature, comme si la traversée de la mer par des navires à vapeur était déjà en somme un affront au Créateur, comme si ces croyances expliquaient la catastrophe qui était arrivée à la Durande. On était moins calme à l'endroit de ces inventions-là dans le premier quart de ce siècle, et ces mécaniques et leurs fumées étaient particulièrement mal vues chez les insulaires de la Manche. Dans cet archipel puritain, où la reine d'Angleterre a été blâmée de violer la Bible en accouchant par le chloroforme, le bateau à vapeur eut pour premier succès d'être baptisé le bateau diable, Devil Boat. À ces bons pêcheurs d'alors, jadis catholiques, désormais calvinistes, toujours bigots, cela sembla être de l'enfer qui flottait. Un prédicateur local traita cette question. A-t-on le droit de faire travailler ensemble l'eau et le feu que Dieu a séparés? Cette bête de feu et de fer ne ressemblait-elle pas à Léviathan? N'était-ce pas refaire, dans la mesure humaine, le chaos? Ce n'est pas la première fois que l'ascension du progrès est qualifiée retour au chaos. L'aventure de Gilead devient presque alors une chanson de geste, une ode à la bravoure. Son combat avec la pieuvre a été comme une descente aux enfers. L'ambiance de sanctuaire religieux de la grotte en atteste d'ailleurs. De plus, il suffit d'écouter ce que dit Le Thierry, l'armateur, lorsqu'il retrouve Gilead avec le moteur de sa Durande. Tu es donc allé jusqu'en enfer? Pour ma part, je dirais que pour analyser Gilead, il faut partir de l'essentiel, c'est-à-dire le titre du livre en fait, Les travailleurs de la mer. Ce titre souligne le labeur, l'effort. Mais rien que la mer, dans ce titre, a une double signification. C'est d'abord une signification géographique. Ici, la mer indique le lieu d'exercice de l'activité des travailleurs. On comprend que ces travailleurs œuvrent dans l'espace maritime ou en rapport direct avec celui-ci. Les travailleurs travaillent la mer, la dressent, la maîtrisent, ou du moins essaient. Mais la deuxième signification est plus intéressante. C'est le fait de lire de la mer comme un complément du nom, mettant en valeur la mer comme un objet du travail. Comme on dirait travailleur du bois, ou travailleur de la pierre. Ici, travailleur de la mer peut signifier que la mer est le matériau sur lequel ces hommes agissent. Ils exploitent, transforment ou domptent cet élément naturel. Ainsi, Gilead incarne l'homme qui dompte la nature dans ses plus sombres mystères, incarné cette fois par la pieuvre, dont la description souligne toutes les absurdités anatomiques que peut produire l'évolution. En allant sur un rocher dangereux, isolé, exposé à tous les caprices des éléments, pour aller chercher une pièce technologique censée permettre aux hommes de dompter la mer par propulsion à vapeur, Gilead est un pion dans un jeu de plateau entre l'humanité et la nature. La difficulté est totale. Le navire de la Durande a été dressé entre deux rochers comme pour mettre Gilead au défi. Mais ce sont les grandes difficultés qui forgent les grands héros. Mais il y a une dernière chose à voir ici, et qui concerne la pieuvre.
Où se trouve ce monstre? Dans une grotte, en dessous d'un récif. Et à quoi ressemble ce récif? À un gigantesque H, la première lettre de Hugo. Cette forme devient évidente, surtout lorsque l'on remarque qu'il est absurde qu'un navire se retrouve surélevé entre deux rochers, même après la plus terrible des tempêtes. Le combat entre Gilliatt et la pieuvre, qui a lieu en dessous de ce H, incarne le combat intérieur. Le vrai monstre est celui qui y a en nous, celui qui nous harcèle, nous transforme. Le choix d'une pieuvre pour incarner ce monstre intérieur n'est d'ailleurs pas un hasard. Ses tentacules s'immiscent partout, attrapent tout et s'accrochent pour harceler la proie. Ce combat intérieur est rédigé par un homme loin de chez lui, loin de tout ce qu'il aime. En bref, un homme en exil. Ça rappelle presque les tristes d'Ovide, cette histoire. Ovide étant un auteur romain du 1er siècle, condamné par l'empereur Auguste à vivre en exil loin de Rome, dans la région du Pont. Bref, le combat intérieur n'est d'ailleurs pas un sujet marginal chez Hugo. Beaucoup de ses poèmes reprennent ce sujet, et je vous conseille d'ailleurs sa réécriture du mythe d'Abel et Caïn, dans la conscience, que vous trouverez dans la légende des siècles si vous voulez prolonger votre expérience hugolienne.